Salut à vous. Que ce soit un livre, un film ou une émission, il arrive que certaines scènes ou certains passages nous donnent véritablement la chair de poule. Qui ne s'est jamais couvert les yeux pour ne pas voir ce qu'il se passe? En ce qui me concerne, le genre de scène, moi, qui me passe partout, c'est tout ce qui touche aux ongles. Rien que d'en parler. Vous savez, comme quand une personne appuie sa main fortement sur le sol ou un mur et on voit l'ongle qui casse ou... Oh, et pourquoi je parle de ça, moi? Parce que je me confie. Mais ouais, c'est véritablement moi ce qui me... Il y a une scène précise dans un film tout aussi précis, Hypnose, si vous connaissez, avec Kevin Bacon. Une scène où on voit une jeune fille sur le point de se faire agresser et justement elle a les mains sur le sol et elle essaye de se retenir. Et en appuyant trop fortement, on voit son ongle qui casse. Ah, ça me passe partout. Bref, revenons-en à nos moutons. La plupart du temps, on encaisse assez facilement ce genre de moments. Parce que d'une, on aime ce genre, je crois que c'est pour ça qu'on est là. Et de deux, nous savons pertinemment que ce n'est qu'une fiction, délibérément produite, pour nous faire peur. Mais quand la réalité devient plus étrange encore que tout ce que Stephen King pourrait imaginer, c'est à ce moment-là que vous avez véritablement le droit d'avoir peur du noir. De temps à autre, vous pouvez lire ou entendre une histoire autour d'une terrible disparition, d'une possession démoniaque, d'un meurtre ou encore d'un culte voué au diable, que ce soit dans les journaux papier ou télévisés. J'ai pour vous réuni 11 histoires qui sont d'autant plus terrifiantes qu'elles sont vraies. Quand la réalité dépasse la fiction, c'est ce que nous allons voir ce soir. Moi, c'est Anthony, et vous êtes bien sur Histoire 2. Avant de commencer, je voudrais faire une toute petite parenthèse très rapide. Je voulais vous remercier, vous, de me suivre. Vous êtes nombreux à vous être abonnés à ma chaîne suite à ma dernière vidéo et honnêtement, ça fait très plaisir. J'entends continuer dans ce sens, donc n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like et éventuellement commenter la vidéo s'il y a une partie précise qui vous a intéressé ou quoi que ce soit, je vous répondrai avec plaisir. Je dois reconnaître que j'espérais cet engouement, mais je ne m'y attendais pas vraiment. Je l'espérais, mais je ne m'y attendais pas. Mais je l'espérais. Donc oui, merci encore à vous, et je vous propose qu'on se lance maintenant dans le vif du sujet. La maison du tueur à la hache. La maison du tueur à la hache, située à Villisca dans l'Iowa, est une attraction bien connue des chasseurs de fantômes et autres amateurs d'horreur. Cette maison qui fut le théâtre d'horribles meurtres, non résolus, en 1912, dans laquelle pas moins de 6 enfants et 2 adultes, qui eurent leur crâne complètement écrasé sous les coups de la hache d'un parfait inconnu, a été rachetée en 1994. Elle fut restaurée à l'identique, comme en 1912, et convertie en une attraction touristique. Il vous en coûtera 428$, soit un peu plus de 400€. Pour passer une nuit dans cette ancienne bâtisse hantée. Les visiteurs signalent encore aujourd'hui des expériences paranormales étranges, comme la vision d'un homme errant une hache à la main dans les couloirs de la maison, ou encore entendre les faibles cris d'enfants. Mais en novembre 2014, la hantise a pris une tournure plus sombre que prévu. Robert Stephen Lawson Jr., âgé de 37 ans, originaire de Rhinelander dans le Wisconsin, était en visite avec des amis lorsque la véritable horreur a pris place. Ses compagnons l'ont retrouvé poignardé à la poitrine, une blessure qu'il se serait apparemment infligée à lui-même. Ils ont appelé le 911 et Robert fut amené à l'hôpital voisin, avant d'être héliporté au centre médical universitaire de Creighton dans l'Omaha. Le shérif du comté de Montgomery précise que la blessure de Robert se serait produite aux alentours de minuit 45. Je vous le donne en mille. Ce qui correspond à l'heure où les meurtres du tueur à la hache de 1912 ont commencé. Robert s'est remis de ses blessures, mais n'a jamais parlé publiquement de ce qui s'est passé ce jour-là. Pour Martha Lynn, la propriétaire de la maison, l'incident a été bouleversant. Elle aurait dit que c'est de la publicité effectivement,
Mais ce n'était pas le genre de publicité qu'elle désirait. Elle ne veut pas que les gens pensent que lorsqu'ils viennent visiter la maison du tueur à la hache, il va nécessairement se passer quelque chose qui les obligerait à reproduire ce geste. La maison est toujours ouverte pour les visites touristiques, et pour y passer la nuit si le cœur vous en dit. On pourrait croire que c'est l'acte d'une personne déséquilibrée, qui voulait jouer sur cette histoire vieille de plus d'un siècle, pour faire le buzz, comme on dit. Mais dans la mesure où il ne souhaite pas s'exprimer sur ce sujet, cela annule plus ou moins cette théorie. En d'autres termes, on ne saura jamais ce qu'il s'est véritablement passé ce soir-là. La poupée hantée. Quand vous pensez à des poupées hantées, c'est probablement la vieille porcelaine victorienne qui vous vient à l'esprit. Et vous n'en laissez probablement pas traîner autour de vous d'ailleurs. Mais ne soyez pas pour autant trop à l'aise autour de jouets pour enfants trop vite. Une poupée Elsa du dessin animé Frozen de Disney, et qui fut offerte en cadeau lors du Noël de 2013 dans la région de Houston, semble être devenue possédée, selon KPRC2 Houston News, une chaîne d'infos en continu du Texas. La poupée récitait des phrases du film et chantait la fameuse chanson Let It Go. En français, vous savez, libéré et délivré. Lorsqu'on appuyait sur un bouton de son collier. Pendant 2 ans, elle l'a fait en anglais, selon les dires d'Emily Madonia, la maman de la famille. Mais en 2015, elle a commencé à alterner entre l'anglais et l'espagnol. Il n'y avait pas de bouton pour changer la langue. Cela se produisait de manière parfaitement aléatoire. La famille possède cette poupée depuis plus de 6 ans et n'a jamais eu à changer les piles. La mère confie que la poupée commençait à parler et à chanter toute seule, même avec son interrupteur éteint. La famille a décidé de se débarrasser de cette effrayante poupée en décembre 2019. Quelques semaines plus tard, ils l'ont retrouvée dans un placard de leur salon. Ses enfants ont juré qu'ils n'avaient absolument rien à voir avec ça. Elle les a crus, se disant qu'ils n'auraient jamais fouillé dans les poubelles. À ce moment-là, Elsa ne chantait plus la version anglaise de Libéré et délivré. Elle ne parlait plus qu'en espagnol lorsqu'on l'activait. La famille a alors mis la poupée dans un sac poubelle, lui-même mis dans un autre sac poubelle, puis placé dans la benne qui devait être collectée le jour même. Ils sont partis en voyage peu de temps après. Mais à leur retour, Elsa aussi était revenue. Elle attendait sagement dans le jardin de leur maison. Cette fois, la famille a décidé d'envoyer Elsa à un ami vivant dans le Minnesota. Ce dernier aurait accroché la poupée possédée sur le pare-choc avant de son camion, selon les dernières nouvelles de Madonia sur son Facebook. La poupée ne semble pas avoir retrouvé le chemin retour jusqu'à Houston. Du moins pas encore. C'est vrai que cela peut être dû à une malfonction électronique, mais le fait qu'elle réapparaisse comme ça à plusieurs reprises est plutôt troublant. Plus le fait qu'elle se mette à parler en espagnol. C'est comme si moi, sans crier gare, I was switching from French to English without even noticing it. That would be pretty odd, vous croyez pas? Un exorcisme mortel. En août 2016, dans le nord de Londres, Kennedy Ive, âgé de 26 ans, a commencé à agir de manière étrange et agressive après s'être plaint d'une douleur à la gorge. Il aurait mordu son père, menacé de couper son propre pénis, et se plaignait qu'un python, tout du moins un serpent, avait pris place à l'intérieur de lui. Étant donné son comportement agressif, sa famille s'est décidée à l'attacher à son propre lit, à l'aide de colliers de serrage et usant de toute la force qu'il pouvait fournir tant la tâche était difficile. La BBC a rapporté que la famille a ensuite tenté de guérir Kennedy en le maintenant attaché et à l'aide de prières pendant les 3 jours qui ont suivi. Son frère, Colin Ive, a dit à la police « Il est clair que quelque chose était en lui, ce que nous croyons être un démon parce que ce n'était pas naturel. C'était clairement en train d'essayer de le tuer. Nous avons dû le restreindre pour son bien. Il était clair que si nous ne le retenions pas, il aurait pu faire du mal à notre famille. » Kennedy Ive était attaché à son lit depuis 3 jours sans soins médicaux, lorsque son frère s'est enfin décidé à appeler les services d'urgence, expliquant que Kennedy souffrait de déshydratation. Il semblait avoir développé des problèmes respiratoires également, et il fut déclaré mort à 10h17 ce jour-là. Le journal anglais, The Independent, a rapporté que pendant que la police était sur place, Colin Ive aurait effectué une tentative de résurrection en chantant et en priant pour son frère. Les 7 membres de la famille de Kennedy ont été accusés d'homicide involontaire, d'emprisonnement injustifié
et de provoquer la mort d'un adulte vulnérable. Un examen post-mortem a révélé plus de 60 blessures, dont une morsure possible sur le corps de Kennedy Ive. Et son père, Kenneth Ive, avec 4 de ses frères, portait également des blessures. La BBC a rapporté que Kenneth Ive, le père, reconnaissait devant les jurés avoir ordonné à ses fils de se relayer et d'utiliser la force si nécessaire pour maintenir leur frère allongé. Mais il a nié toute implication ou association avec des cultes, des sociétés occultes, secrètes, qui auraient pu avoir un rôle à jouer dans cette mort. Après 4 jours de délibération du jury, les 7 membres de la famille ont finalement été acquittés le 14 mars 2019. Animaux morts dans les murs. Lorsque la famille Bradeswy, en 2015, a décidé de faire l'isolation de leur maison à Auburn, en Pennsylvanie, ils ont découvert à l'intérieur des murs des dizaines de carcasses d'animaux morts. Comme la chaîne Fox l'a rapporté, les animaux morts avaient été enveloppés dans des journaux datant des années 1930-1940. Ils étaient éparpillés au milieu d'épices à moitié utilisées et d'autres objets. Après avoir retiré ces objets, ils ont envoyé des centaines d'artefacts et de carcasses à un expert à Kutztown. L'expert a attribué les animaux en décomposition dans leurs murs à la magie hollandaise connue sous le nom de powwow. C'est un rituel originaire de la culture hollandaise de Pennsylvanie pour traiter les maux et obtenir une protection physique et spirituelle. Les Hollandais de Pennsylvanie étaient un groupe de colons germanophones dans les années 1600-1700 et sont souvent de confession luthérienne, ménonite ou amish. Le Washington Post note sur la magie que beaucoup de ces sorts concernent le soin du bétail, la recherche d'eau ou le traitement de maladies mineures, reflétant ainsi les conditions et les préoccupations des premiers colons américains. Mais le powwow a aussi en lui une tradition de sorts plus sombres, y compris des choses comme faire apparaître des démons. Un rituel notable dans leur tradition serait ce sortilège pour créer la loyauté chez un chien, pour lier un chien à une personne, à la condition que rien d'autre n'ait été fait auparavant. Il fallait répandre un peu de votre sang sur la nourriture de votre chien, afin qu'il l'ingère. Ainsi, il restera avec vous. La moisissure trouvée sur les carcasses en décomposition dans la maison des Bradeswy a causé des maladies au sein des membres de la famille. Et ils disent que l'odeur n'a toujours pas disparu. Ah, les traditions, le folklore. Je vous mets le lien Wikipédia sur le powwow en description si cela vous intéresse. Le culte du diable en Floride. Des amis ont remarqué que Danielle Harkins, une enseignante de 35 ans près de Saint-Pétersbourg, en Floride, a commencé à agir étrangement en juin 2012 et aurait développé un intérêt pour les rituels démoniaques. Peu après, elle fut arrêtée pour avoir maltraité 7 de ses anciens élèves, comme le rapportait le Tampa Bay Times, un journal local. Danielle Harkins a dit aux enfants, alors que le groupe se réunissait avant le crépuscule autour d'un petit feu près de la jetée de Saint-Pétersbourg, qu'ils devaient se débarrasser de leur corps de démon. La police a confié qu'elle aurait dit aux enfants qu'ils devraient se couper la peau pour laisser les mauvais esprits sortir, avant de brûler leurs plaies pour s'assurer que les esprits ne reviennent pas. Selon la police, lorsque Harkins a approché un briquet de la main d'un des adolescents, le vent aurait soufflé la flamme. Cela l'aurait incité à arroser la main du jeune de parfum avant de la mettre en feu, entraînant chez ce jeune garçon des brûlures au 2e degré. La police confia aussi qu'un autre adolescent a été coupé au niveau du cou avec un tesson de bouteille. Harkins utilisait une flamme pour chauffer une petite clé, qu'elle utilisait ensuite pour cautériser la blessure. La police a été avertie par l'ami d'un des élèves qui a participé au rituel et a sonné l'alarme. Aucun des élèves directement impliqués n'a parlé de ces événements à leurs parents. Ils n'ont également fait aucun commentaire après l'arrestation d'Harkins. Arrestation pour coups et blessures ainsi que maltraitance. La NBC a rapporté que les enquêteurs de la police départementale de Saint-Pétersbourg a parlé à Harkins, mais elle n'a pas précisé quel genre de croyance exigeait de telles mesures draconiennes. Elle n'a pas révélé non plus ce qu'elle essayait d'accomplir en faisant cela.